Tous, je dis bonjour alors que ça vient juste de commencer et qu'il n'y aura probablement pas encore grand monde sur le stream. On va attendre quelques minutes avant de démarrer, histoire que tout le monde puisse arriver. Là, je parle surtout pour ceux qui verront potentiellement la rediffusion juste après. Donc ça va être une petite présentation, comme ça. Une petite introduction sur l'attaque de smart contracts sur la blockchain Ethereum, voilà. Donc je vais attendre, comme je l'ai dit, 5 petites minutes, histoire que des gens arrivent dans le chat. On ait le temps d'avoir un petit peu de monde, histoire qu'on laisse pas des gens à l'écart qui arrivent en plein milieu. Donc ouais, bon, je vais attendre jusqu'à environ 18h05-6 et on va commencer à partir de là. Est-ce que vous pouvez déjà me confirmer, ceux qui sont déjà présents dans le chat, si vous entendez bien et tout fonctionne parfaitement? Histoire que je puisse savoir si je dois faire des réglages de dernière minute ou pas. Ça serait cool, hein. Parce que j'ai le chat en même temps sous les yeux sur les côtés. Ça me permettra de réagir aux remarques et aux questions. Même si je vais les garder surtout pour la fin, les questions lors de la présentation. Je vous explique rapidement le déroulement. Ok, merci, merci Anto et Mika pour la confirmation. Je vais pour le moment surtout faire la présentation dans un premier temps, vu que c'est un truc que j'ai, comment dire, qui est préparé, mon petit speech, bah, il y aura pas trop de questions de remarques en plein milieu, mais bah, à la fin il y aura une partie du coup questions, où vous pourriez poser toutes les questions que vous avez sur tout le déroulement, on pourra revenir sur des points, en discuter, etc. Voilà, voilà. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je regarde l'heure vite fait, 18h02. Bon. Bon. Que dire en attendant que ça commence? Content que tout fonctionne bien en tout cas, ça fait plaisir. Rootme.org a commencé à diffuser live. Ah oui, bah effectivement. Moi-même je reçois la native de Rootme sur mon compte Twitch. Bon. 18h02. Le temps passe si lentement qu'on est là comme ça à attendre. Bonjour à tous ceux qui arrivent en tout cas. Ouais, j'avoue que c'est ce soir aussi où il y a le dépouillement des votes du premier tour. Mais bon, aujourd'hui on va pas trop parler politique. On va se concentrer plutôt sur des trucs un peu plus informatiques. Ce sera quand même cool. Ça reste le sujet quand même à la base. Le temps passe vite quand on s'amuse, oui. 18h03, je note. Hop, je vérifie mes notes en parallèle. Ok. Donc là, la présentation, en gros, si je peux vous faire un sommaire rapide de ce qui va arriver, je vais très rapidement expliquer ce que ça va être, que la blockchain Ethereum et tout ça, au cas où il y a des gens qui vivent dans une grotte qui ne connaissent pas trop ce que c'est. Vraiment rapidement, hein, juste toute petite partie histoire de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et quel est le but, mais rien de très technique et plus que ça. Ensuite, on va enchaîner un tout petit peu sur quelques petites informations sur les smart contracts avant de démarrer. Et ensuite, on va arriver sur deux petites attaques assez sympathiques qu'on peut faire sur des contrats qui sont vulnérables. Et donc là, on va présenter l'attaque en elle-même, le patch, et bah, c'est un peu ça en fait. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est pas des sujets qui sont abordés sur les challenges RootMe. En réalité, ce serait assez difficile d'en faire des challenges, pour certaines raisons bah, que vous verrez du coup, qui rendraient le déploiement très difficile. Mais dans un monde, comment dire, dans la vie de tous les jours, quoi, ce sont des attaques contre des gens qui pourraient très bien être utilisés. Donc ce serait très intéressant à voir. C'est vraiment très monde réel pour le coup. Donc voilà. Je vois qu'il est 18h04. J'attends Je vais attendre 18h05 et puis on va démarrer. Je me fie à mon réveil à côté qui est pas complètement sync avec la vraie heure. Tac. Bon allez, il est temps de démarrer. Donc je recommence, on va dire un petit peu à zéro. Bienvenue pour cette présentation qui sera donc une introduction à l'attaque des smart contracts sur la blockchain Ethereum. Alors, concrètement, de quoi on parle? Donc la blockchain Ethereum, c'est une blockchain, donc tout se stocke dans une chaîne de blocs.
C'est également un protocole d'échange donc qui est décentralisé, vu que c'est une blockchain. C'est à la base apparu avec un livre blanc en 2013, donc c'est une sorte de document qui va expliquer tout le fonctionnement et tous les principes généraux de façon un petit peu vulgarisée au grand public de comment c'est censé fonctionner. Les premiers Ethers ont été vendus environ début 2014, et puis la blockchain a été lancée fin juillet 2015, donc vous pouvez voir que c'est quand même vachement récent. Au départ, c'était pas vraiment le but de la blockchain. Ethereum n'était pas vraiment de permettre des transactions de monnaie comme pourrait la blockchain du Bitcoin. Le but premier, c'était vraiment de permettre d'exécuter des programmes de façon décentralisée, donc avec les smart contracts, justement, dont on va parler juste après. Et ce, du coup, avec un langage qui serait Turing complet, histoire qu'on puisse exécuter absolument tout et n'importe quoi sur cette blockchain. Et donc, après, évidemment, ils ont été obligés de rajouter une monnaie par-dessus, notamment pour gérer les coûts des transactions, éviter les abus, et plein d'autres choses. Mais c'était vraiment le but premier, c'était vraiment ça, c'était les applications décentralisées avec des smart contracts. Donc oui, le terme dApps, ça signifie Decentralized Applications. Désolé pour mon accent anglais terrible, hein, au cas où. Et donc c'est des applications décentralisées justement qui vont tourner sur la blockchain Ethereum grâce à des smart contracts. Voilà, voilà pour une petite introduction rapide à qu'est-ce que c'est qu'Ethereum. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un smart contract à côté? Du coup, c'est le programme justement qui va tourner sur la blockchain Ethereum. En réalité, en pratique, qu'est-ce que c'est qu'un smart contract? Ça va être un compte, comme un compte utilisateur normal, qui a donc sa propre adresse. Et donc, au lieu que ce soit juste un compte utilisateur comme il pourrait y avoir des utilisateurs tous les jours qui vont utiliser et envoyer des transactions à d'autres gens, en plus de ça, du coup, il va contenir un code qui pourrait être exécuté en lui envoyant une transaction. Et donc, on va pouvoir envoyer une transaction à notre programme, qui est donc un smart contract, à l'adresse qu'on veut, on lui envoie cette transaction, on lui précise quelle fonction on veut exécuter, et ça va l'exécuter. Donc ça a un coût, évidemment, un petit coût très léger en Ether, histoire qu'on ne puisse pas surcharger d'appels tous les smart contracts un peu partout. Et tout ça, ça va s'exécuter sur ce qu'on appelle l'Ethereum Virtual Machine. Donc si vous avez déjà utilisé des langages de programmation plus traditionnels, comme Java qui utilise une machine virtuelle également, ça doit être assez similaire pour vous. Mais là, pour le coup, l'EVM, c'est vraiment une entité assez particulière. En réalité, c'est une machine à état décentralisée qui est maintenue par le protocole Ethereum, du coup, à travers toute la blockchain. Et c'est littéralement ça qui représente la blockchain Ethereum en elle-même. Ça contient tous les comptes et toutes les balances de tous les comptes. Et dès qu'il y a une transaction, l'état de cette machine virtuelle va évoluer d'un état de monde avant à un état de monde après la transaction. Toutes ces transactions-là, elles seront reliées par ce qu'on appelle un modifié de Merkle-Patricia trié. C'est une structure de données un peu particulière qui va lier tous les comptes par des hash, en partant d'une racine. Et c'est ce qui va permettre de représenter du coup toutes les transactions et tout ce qui s'est passé depuis toujours. Et on ne pourra pas venir altérer un truc dans le passé, sinon ça va fausser tout ce qu'il y a après. Donc c'est comme ça que ça fonctionne de façon très abstraite et en allant très vite. Voilà. Hop, je passe à la slide suivante. Donc pour la programmation de ces smart contracts, on a pas mal de langages qui existent, dont bon, la plupart que, si vous avez déjà touché un petit peu au smart contract, c'est sûrement Solidity que vous avez utilisé et vu. Mais en réalité, il y en a pas mal d'autres, c'est pas le seul qui existe. Il y a Viper qui est avec une syntaxe très inspirée du Python. On a Yule et Yule+, ça c'est des langages qui sont beaucoup plus bas niveau, qui permettent de faire des interactions directement à des niveaux beaucoup plus bas avec la blockchain. Et on a le feu qui est un... Enfin, le feu, je sais pas trop comment ça se prononce, hein, c'est peut-être une autre prononciation. Je pense que ça se prononce le feu, donc je vais dire ça comme ça, on corrigera à la limite s'il y a besoin. Et donc ça, c'est un nouveau langage qui est assez récent, qui est très inspiré du Rust en termes de syntaxe, mais qui est un petit peu un mix aussi de quelques autres langages. Il a l'air très sympa, mais il est très très récent encore. La particularité de tous ces langages, c'est qu'ils vont compiler vers le bytecode IVM. Donc c'est un bytecode qui est propre à l'Ethereum Virtual Machine et qui va être exécuté dessus. C'est pas du code natif, et vraiment du coup un bytecode qui est exécuté par l'Ethereum Virtual Machine, histoire que tout puisse être bien encapsulé dans une sorte de concept qui serait identique sur toutes les autres machines, et éviter que, selon des implémentations et de la mémoire sur certains OS qui géreraient des trucs différemment des autres, ça puisse causer des différences pendant l'exécution des programmes, ce qui aurait été quand même vachement problématique pour un truc qui est censé être décentralisé et qui tombe partout. Donc,
tous les OP codes dans ce bytecode là, ils sont propres à l'IVM évidemment. Et donc à droite, je vous en ai mis quelques-uns que j'ai trouvé assez intéressants. Enfin, c'est un petit screenshot d'un extrait d'OP code du bytecode IVM. Et pourquoi ils sont intéressants, ceux-là que j'ai mis, enfin, pas tous évidemment, mais ceux que je tenais à souligner, c'est par exemple le SHA-3 à la fin. C'est qu'on a certains OP codes qui sont vraiment dédiés pour faire certaines opérations extrêmement communes dans la blockchain Ethereum. Et donc par exemple, faire des hashes avec les algorithmes SHA-3 en Ethereum, c'est extrêmement commun vu que le SHA-3 est très très utilisé. Donc il y a carrément un OP code rien que pour ça. Donc voilà, c'était juste, je trouvais ça intéressant à souligner. Donc voilà, on va passer à notre première faille, ça va être assez marrant. Donc là, je vais vous présenter la Reentrancy, qui est la SWC 107. SWC, ça veut dire Smart Contract Weakness. Me demandez pas pourquoi c'est SWC et pas SCW dans ce cas-là. Je ne sais pas, je me suis toujours posé la question aussi, c'est vraiment quelque chose qui me tracasse un petit peu, mais bon, je ferai peut-être plus de recherches à un autre moment. Toujours est-il que du coup c'est une vulnérabilité assez commune dans les contrats, dans les smart contracts sur la blockchain Ethereum, mais qui pourrait être totalement être présent dans les contrats sur d'autres blockchains en fait, puisque c'est un concept qui est vraiment une erreur niveau algorithmique. Donc je vous ai mis un contrat vulnérable sous vos yeux juste ici. Je sais pas si vous pouvez du coup deviner comme ça en lisant le contrat quel est le problème. Je vais vous expliquer très rapidement ce qu'il fait. Donc on a un mapping qui va associer des adresses à des entiers. Les entiers, du coup, ce seront des entiers non signés sur 256 bits qui vont contenir la balance de l'utilisateur, dont l'adresse et la clé. Donc ça va permettre d'associer des comptes d'utilisateurs qui feront des transactions plus tard au contrat à des balances qui seront le montant qu'ils ont envoyé au contrat et qu'on va stocker là-dedans. On va mettre une fonction deposit qui va permettre d'ajouter du coup à leur balance le montant qu'ils auront envoyé en Ether. Comme ça, ils pourront déposer autant d'Ether qu'ils veulent là-dessus. Et enfin, on va mettre une fonction withdraw qui permettra de retirer cet argent-là. Donc ce que ça va faire pour éviter les abus, c'est que ça va regarder du coup le montant qu'on possède dans la balance, ça va nous l'envoyer, et une fois qu'on s'est assuré que l'envoi a été fait avec succès, on va remettre la balance à zéro. Ce qui va permettre donc à un utilisateur qui a déposé beaucoup d'Ether de tout récupérer d'un seul coup. Et après, sa balance est remise à zéro. Alors là, le problème, où est-il? Le problème, en fait, il est là parce que la balance n'est mise à zéro que après que la transaction ait été faite. Pourquoi est-ce que c'est une vulnérabilité? Parce que, en fait, celui qui envoie la transaction à ce contrat peut être un autre contrat. Et là, ça devient un peu méta quand même, là. C'est assez drôle. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une vulnérabilité? Parce que, comme vous le savez, un contrat, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est appelé, ses fonctions sont appelées avec une transaction. Donc si ce contrat-là, il va envoyer en fait le montant en Ether à, à un contrat qu'il a appelé, cette méthode withdraw, il va déclencher sa fonction avant que la suite s'exécute. Donc le require success, etc. Et ce qui va se passer, c'est que au lieu que le contrat se termine et mette la balance à zéro, l'autre contrat va pouvoir exécuter son code et potentiellement relancer une transaction pour déclencher withdraw une deuxième fois. Et là, le problème, c'est que la balance n'ayant pas été mise à zéro, le contrat va à nouveau envoyer le montant au contrat qu'il a appelé. Et ça va faire ça, ainsi de suite, en boucle, et ça va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz. Donc c'est le montant en Ether qu'on paye pour faire des transactions et pour déclencher les contrats, jusqu'à ce que le contrat appelant n'ait plus assez de ressources pour terminer l'exécution, ou alors jusqu'à ce que il s'arrête s'il a mis une condition derrière. Donc comme c'est pas forcément le plus clair, je vais vous présenter un schéma juste après, mais déjà on va voir du coup le contrat de l'attaquant. Imaginons que je suis un attaquant, et je veux voler tout cet Ether. Comment je fais? Je vais déployer mon contrat avec un constructeur qui va prendre du coup l'adresse de mon contrat victime et il va le mettre dans la variable victime. On va avoir une fonction begin_attack qui va permettre de déclencher l'attaque. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déposer un Ether, puis appeler withdraw. Et en dernier, on a une fonction de fallback. Cette fonction-là, c'est une fonction particulière puisque c'est celle qui va être exécutée dans le cas où on ne précise pas la fonction qu'on veut appeler ou alors le nom de fonction n'existe pas. Et comme l'autre contrat, quand il va nous envoyer notre montant qu'on essaye de retirer, il va pas préciser de fonction à appeler, puisque pour lui, il veut juste nous envoyer notre argent, quoi, et ça va déclencher cette fonction-là. Et ce que cette fonction-là va faire, c'est que elle va réappeler withdraw, qui va donc nous réenvoyer un montant, et redéclencher fallback, et ainsi de suite. Et
les montants des balances vont être mis à zéro une fois pardon, que ce sera terminé, tout ça. Petit schéma, histoire que ce soit peut-être un peu plus clair si jamais ça ne l'était pas forcément. Donc, on va utiliser Begin Attack, qui va donc appeler Withdraw sur la victime, après avoir déposé 1. La victime envoie à l'attaqueur le montant de sa balance. Donc par exemple, si on a déposé un Ether, on va récupérer un Ether. Ensuite, le fallback est donc déclenché, vu que une transaction a été envoyée à l'attaquant. Ce qui va redéclencher une transaction vers la victime avec un appel de withdraw. Ce qui va faire que la victime va réenvoyer un Ether, le fallback va à nouveau être déclenché, et on va à nouveau appeler withdraw, etc. etc. Et donc, le problème c'est que si on regarde à nouveau juste avant tac, notre fallback, comme on a une variable balance qui est... Alors attendez, hop, que je regarde. Victime.balance. Ah. Comme on va checker si la balance de la victime est supérieure à un Ether avant de retirer, on va lui retirer littéralement un Ether par un Ether jusqu'à ce qu'elle en ait plus en fait. Et une fois qu'elle en a plus, on aura littéralement tout volé. Donc c'est très dévastateur, sachant qu'on était censé retirer que notre Ether qu'on avait déposé. Voilà, voilà. Premier patch possible, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, on peut mettre la balance à 0 avant de faire la transaction. C'est vraiment la meilleure façon de faire pour le coup, et celle qu'on devrait absolument faire dans le plus de cas possible. Et c'est même un design pattern maintenant en Solidity qui est appelé le Checks Effects Interactions. Et ça correspond tout simplement à faire les checks, à faire ensuite les effets et seulement en dernier les interactions, qui sont donc les appels à d'autres contrats externes. Donc voilà, ça c'est le premier patch possible. Deuxième patch possible, c'est d'ajouter un guard ou un lock. En anglais, on voit souvent le terme de guard. Et donc, ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'on va mettre une variable booléenne du contrat à vrai quand on est en train d'exécuter notre fonction withdraw. Et comme ça, si quelqu'un essaie de la réappeler alors qu'elle était déjà en train de s'exécuter, eh bien, la première condition qui veut vérifier que le lock n'est pas mis à true va échouer, et la fonction withdraw ne va pas pouvoir être exécutée une deuxième fois. Et donc on va relâcher le lock à la fin. Alors, vous pouvez très bien combiner les deux, hein, et ce sera même encore mieux en fait. Voilà. Je reviens vite fait sur ma slide précédente, j'en profite pour préciser qu'il y a une super bibliothèque pour Solidity qui s'appelle OpenZeppelin et qui propose énormément de fonctionnalités super cool, les trucs safe math notamment, même si Solidity maintenant gère les integer overflow et underflow depuis une certaine version, automatiquement. Ce truc-là reste extrêmement intéressant, OpenZeppelin, il y a beaucoup de fonctionnalités dedans, et il y a notamment un contrat abstrait qui s'appelle Reentrancy Guard, et justement il met à disposition un modifier qui s'appelle non-réentrant, qui permet de mettre automatiquement un lock à sa fonction pour éviter qu'elle soit vulnérable à ce genre d'interaction. Donc voilà, bon à savoir, ça peut être un bon moyen de faire, vu que c'est des trucs qui sont déjà, on va dire, beaucoup testés et préparés dans cette bibliothèque, ça permet d'éviter de faire un petit truc à la main et si on ne fait pas attention de faire une petite erreur et de ne pas réussir à le faire bien. Vous pouvez détecter ce genre de trucs très facilement avec des outils d'analyse comme Mithril ou Caesar. Alors à droite je vous ai mis un screenshot de Mithril parce que c'est un analyseur qui fonctionne sur n'importe quel langage qui compile vers le bytecode IVM. Parce que moi du coup j'ai pris du Solidity pour illustrer tout ça, mais en fait vous pouvez très bien appliquer ça aussi à d'autres langages, ça n'aurait aucune différence. Slither c'est spécialement pour le langage Solidity. Honnêtement je trouve que Slither a une bien meilleure, comment dire, un output qui est beaucoup plus clair, plus concis et mieux construit, mais évidemment c'est limité à Solidity, c'est pour ça que je vous ai mis un truc avec Mithril à côté, mais qui est extrêmement bien aussi, Mithril. Et donc là vous pouvez voir à droite que il a détecté deux problèmes, il vous met même le SWCID, donc qui est le 107 pour les deux. Pour le premier truc, il vous dit que, attention, vous appelez une adresse qui est spécifiée par l'utilisateur, enfin, une adresse extérieure en fait, juste une adresse extérieure, de façon générale, et donc ça peut potentiellement être dangereux. Et le deuxième problème qu'il vous dit, c'est que vous accédez à un état après avoir fait cet appel extérieur. Et c'est là, littéralement là que vous avez un problème de réentrer en fait. Et donc c'est typiquement le problème qui vous est mis sous les yeux. Donc comme ça au moins, ça coûte rien de faire une petite commande Meet Analyze sur votre contrat, et ça peut vous éviter des ennuis inutiles. Donc c'est vraiment un très bon réflexe à faire si un jour vous faites du développement de smart contract. Voilà.
Maintenant, la petite partie histoire, on a The DAO qui était une organisation autonome décentralisée. Alors, pour être précis, une organisation autonome décentralisée, c'est un petit peu une organisation qui n'a pas de leader, dont les règles sont sous forme de smart contracts, en fait, qui sont dans la blockchain Ethereum, et qui fonctionnent justement en appelant des smart contracts. C'était une plateforme de fonds de capital risque, donc après ça c'est des trucs d'investissement et de finance que je ne maîtrise pas suffisamment pour le détailler, qui était donc dirigée par des investisseurs. La partie qui nous intéresse, c'est que c'était financé par le financement participatif, et que c'était littéralement l'une des plus grosses campagnes de financement participatif de toute l'histoire, en fait, pour aller directement droit au but. C'était 150 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, un tiers a été volé, 50 millions de dollars, en juin 2016, et justement via cette attaque de Reentrency. Donc ouais, ça peut avoir des effets vraiment, mais absolument majeurs. Ça a été tellement gros en fait cette histoire-là qu'elle a littéralement marqué l'histoire de l'Ethereum, vu que ben, un mois après, en juillet 2016, ils ont décidé de faire un hard fork de l'Ethereum dans le but de remettre les fonds à l'organisation qui se les était fait voler. Et ça a littéralement divisé la blockchain en deux, puisque il y a évidemment une partie des mineurs qui n'a pas implémenté le changement, que ce soit pour des raisons, je sais pas, volontaires, ou des raisons parce qu'ils n'étaient pas au courant, ou il y a toujours plein de raisons qui font que une petite partie des mineurs n'ont pas implémenté le changement. Et donc, ben, il y a eu, entre guillemets, deux timelines après ça. Il y a l'Ethereum classique, qui est l'ancienne version de l'Ethereum, qui poursuit l'histoire normale où les 50 millions de dollars ont été volés, sous forme d'Ether. Et il y a l'Ethereum qui est donc soutenu par la Ethereum Foundation, qui ben, s'est vu faire un rollback en arrière et qui a rendu les fonds d'origine. Donc voilà, c'est une partie de l'histoire extrêmement importante. On va passer maintenant à notre deuxième petite attaque, qui n'est pas vraiment en soi une attaque, même si en fait si c'est une attaque. Bon, je vais juste expliquer ce que c'est et vous. Donc c'est le front training, la SWC 114. Alors en fait, la 114, normalement, son vrai nom, c'est la Transaction Order Dependence, donc les transactions qui dépendent de l'ordre. Mais le front running, en fait, c'est le nom d'une attaque qu'on peut faire justement contre les smart contracts qui sont vulnérables à ça. Et donc, on va voir ça tout de suite. Vous avez un petit contrat sous les yeux qui vous demande de trouver quelque chose, une solution, qui donne un hash. Donc voilà, imaginons que le mec, il a un hash et il veut le brute force pour trouver un truc qui match. Et il va vous demander de le trouver. Et le premier qui trouve, il lui envoie un Ether. Et ben ça, c'est problématique. Très problématique. Pourquoi? Tout simplement parce que les transactions, elles sont visibles tant qu'elles ne sont pas encore validées par tout le monde. Ce qui se passe quand une transaction est envoyée, c'est qu'elle va être mise dans la même pool, qui est donc une sorte de gros amas de plein de transactions sur toute la blockchain Ethereum. Et ensuite, les mineurs, ils vont sélectionner là-dedans, et ensuite, ben, ils vont littéralement les vérifier, quoi, avec le minage. Mais lesquels ils vont sélectionner là-dedans? Ils vont sélectionner celles qui les payent le plus. Quand on fait une transaction, on paye un petit coût pour que la transaction soit envoyée, mais on paye aussi un petit frais qui sera donné aux mineurs, pour que ben, le minage soit intéressant, que les mineurs puissent ben, gagner un petit peu d'argent, sinon personne ne vérifierait les transactions, et il n'y a rien qui marcherait. Et donc, si on met justement des frais pour les mineurs qui sont plus importants, on va pouvoir faire en sorte que notre transaction soit sélectionnée avant celle de quelqu'un d'autre. Et donc, imaginons que quelqu'un, par exemple Alice, elle ait trouvé la réponse à ce truc-là, et elle essaie de l'envoyer. Si Bob il voit la transaction dans la même pool, qui n'a pas encore été vérifiée, il peut très bien la copier, l'envoyer avec un frais beaucoup plus important, et sa transaction a de très 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 grandes chances de passer avant. Et dans ce cas-là, bah, c'est lui qui va choper les terres, quoi. Donc, pas ouf. Voilà, on va pas se mentir. Donc, petit schéma pour, encore une fois, illustrer ça. On a Alice, elle fait sa transaction au contrat vulnérable, parce qu'elle a trouvé la réponse, elle est contente. Donc cette transaction va atterrir dans la même pool. Pendant ce temps, Bob, il va pouvoir lire la transaction, et donc il va pouvoir trouver la réponse en fait qui était là-dedans. Et donc ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer cette transaction avec les frais qui sont plus élevés, afin que le mineur sélectionne la sienne en priorité. Et ben une fois que le mineur a sélectionné la sienne, ben c'est la sienne qui passe avant, qui est envoyée donc au contrat, et le contrat va exécuter son code et lui donner son Ether. Voilà, voilà.
Donc comment est-ce qu'on se défend contre ça? Eh ben, il y a un petit schéma qui est assez sympa, qui s'appelle le schéma de commit reveal, qui va en fait procéder en deux étapes. Le principe global, c'est qu'on va prouver d'abord qu'on a la réponse, enfin, comment dire, on va donner une preuve de notre réponse sans donner la réponse, et ensuite on va donner notre vraie réponse qui va pouvoir être vérifiée ensuite. On va utiliser des hashes pour ça. On va envoyer d'abord le hash de son adresse, la valeur qu'on a trouvée, donc qui est la solution, et un sel. Alors le sel n'est pas obligatoire, mais si vous avez fait un petit peu de crypto, vous vous en doutez, c'est vraiment juste pour que on puisse pas brute forcer le hash pendant qu'il a été envoyé, avant que la vraie valeur soit envoyée ensuite, pour trouver la valeur en question. Donc le sel, on va en prendre un qui est random. Comment on va faire? Donc on va envoyer le hash de notre adresse, de la valeur et du sel en premier, et dans un second temps, on va envoyer la valeur et le sel en question en clair. Et ensuite, ben, le contrat, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va stocker notre hash qu'on a envoyé en premier, et ensuite il va le comparer avec le hash de notre adresse, puis de la valeur et du sel qu'on lui fournit. Et donc il va comparer les deux, il va vérifier que ça match. Pourquoi est-ce que ça empêche du coup de faire en sorte que l'attaquant puisse faire une autre transaction qui va nous voler notre valeur? Ben parce que à partir du hash qu'on va envoyer en premier, il va pas du tout pouvoir en créer un qui l'avantage lui, parce que on a mis dedans notre adresse. Et donc, s'il renvoie par exemple la même transaction avant nous, ben ce serait pas son adresse qui est dans le hash, donc ça ne lui servira à rien. Et une fois que le contrat a stocké le hash, même si on envoie du coup notre valeur et notre sel et que la transaction n'est pas encore vérifiée, lui ne pourra pas la copier et l'envoyer tout de suite, parce que s'il essaie de faire ça, le contrat va voir qu'il y a déjà un hash donc de commit qui a été stocké, et il va refuser la solution de Bob le temps de vérifier celle de Alice. Et donc bah, grâce à ça, on peut se protéger contre ce genre d'attaque. Voilà. Je vous ai mis ici à peu près toutes les sources que j'ai pu utiliser, j'ai peut-être pas tout mis, j'ai essayé de mettre tout ce que j'ai utilisé quand je les avais sous les yeux. Si vous voulez en apprendre plus, ça peut être intéressant de checker tous ces liens, il y a pas mal de trucs très très intéressants là-dedans. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour m'avoir écouté. Je me rends compte que ça fait déjà plus de 20 minutes, je ne pensais pas tenir autant, ça fait vraiment plaisir. Et donc, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les chats, et je vais y répondre avec plaisir. Voilà. Alors, Smart Contract Weakness Classification. Ah, ok, c'est pour ça le C, merci. Ça m'intriguait pas mal, donc c'est bon à savoir. Il y aurait une rediffusion a priori, normalement c'est prévu. Voilà. Donc, pas de questions? Des questions? Non? Oui? N'hésitez pas, hein, surtout si vous en avez. Moi je suis là pour ça. Merci beaucoup pour vos retours en tout cas. Comment ça marche le sel? Alors attends, je vais revenir à la slide juste avant. Mince, hop là. Voilà. Le sel en fait, ça va vraiment juste être une valeur aléatoire qu'on va sélectionner et qu'on va ajouter au hash. Et ça va faire en sorte que l'attaquant ne puisse pas brute forcer notre hash pendant qu'il a été envoyé, le temps qu'on envoie la valeur et le sel. Je m'explique. C'est que si on envoie notre hash uniquement avec l'adresse et notre valeur, vu que l'attaquant connaît potentiellement notre adresse, il va pouvoir prendre le hash qu'il a vu passer dans notre transaction et que le contrat a stocké, et il va essayer de le brute forcer, vu qu'il connaît notre adresse, il peut très bien essayer de le brute forcer en rajoutant des valeurs aléatoires comme valeur, et s'il trouve la bonne valeur, ben, il va trouver le bon hash, et dans le cas où une valeur, bon, là pour le coup, la valeur à trouver pouvait très bien être un truc très random et très secure, comme un truc pas du tout secure, vu qu'il fallait trouver un truc qui matchait un hash. Mais si c'était un truc pas secure, il pourrait très bien brute force le hash qu'on a envoyé, et trouver la valeur en elle-même. Bon, dans ce cas précis, c'est pas très intelligent, puisque s'il avait fait ça, il aurait pu trouver la solution avant nous. Mais l'idée est là, c'est qu'on veut pas qu'il puisse, avec le hash qu'on a commit, trouver notre valeur qu'on a submit, avant qu'on l'ait envoyé. Donc comme on rajoute un sel aléatoire qu'il ne connaît pas, ben, il pourra pas le rajouter à la fin de la chaîne à hacher pour comparer avec son résultat et pour essayer de trouver la valeur, parce que bah, il connaît pas le sel. Et donc à partir du moment où on va renvoyer la valeur et le sel, de toute façon pour lui ce sera trop tard. Voilà. J'ai pas compris pourquoi Bob, quand il met une valeur élevée, alors il est prioritaire. Alors ça c'est à cause du fonctionnement de l'Ethereum, enfin de la blockchain Ethereum, c'est que quand on va faire une transaction,
on va choisir un montant qu'on est prêt à payer au mineur, pour entre guillemets, le payer pour vérifier notre transaction. Sinon, les mineurs, ils n'ont aucun intérêt à venir vérifier les transactions pour les ajouter à la blockchain. Tout le processus de minage, c'est absolument essentiel si on veut que la blockchain fonctionne pour qu'on puisse arriver à un consensus parmi tout le réseau. Mais ça, on va pas trop y revenir. Mais toujours est-il que du coup, les mineurs, ils vont à chaque fois sélectionner les transactions à vérifier dans la même pool et ben, les vérifier une à une. Et si t'étais un mineur, quelle transaction tu sélectionnerais en première? Ben, celle qui te paye le plus. Voilà. Donc, tu vas prendre celle qui a les frais les plus élevés. Puisque les frais, c'est littéralement la paye donnée au mineur pour vérifier la transaction. Donc, si le mineur, il a envie de gagner de l'argent, ce qui est un petit peu la raison générale pourquoi il mine, ben, il va sélectionner la transaction qui a les frais les plus élevés. Et donc c'est pour ça que souvent, si on veut qu'une transaction elle soit vérifiée très vite, on met beaucoup de frais. Et au final, à l'inverse, si on s'en fiche, ben en fait on va mettre des frais normaux ou des frais bas. Mais bon, après, faut pas mettre trop bas non plus, hein, sinon ça peut attendre vraiment un moment. Mais l'idée est là. Voilà. Et Bob, c'est qui? Bob, c'était l'attaquant. Excusez-moi. Dans notre cas, dans notre cas, Alice, c'était la victime qui a envoyé son contrat. Et Bob, c'était l'attaquant qui va recopier la valeur que Alice a trouvée, qui va l'envoyer avec une transaction qui a des frais plus élevés pour payer le mineur avec plus d'argent, pour que le mineur vérifie sa transaction en premier. Et comme ça, ben, il va l'envoyer au contrat avant et c'est Bob qui va récupérer l'Ether qui était censé aller à Alice, puisque c'est Alice qui avait trouvé la solution. Voilà, c'est ça, Bob il avait mis un Bob, et du coup il était caché. Voilà. De toute façon, tous les attaquants utilisent des chapeaux noirs, hein, c'est connu. Le sweat hein, à 3h du matin dans le noir, dans sa chambre. On connaît? On connaît. Pouf. J'en mets les oursins au cas où. Bon ben voilà. Ah, il y a une question que j'avais pas vue qui était plus haut. Il y en a même deux en fait. Tu vas pull l'échelle? Alors, je l'ai dit au tout début avant de commencer. Mais le problème c'est que ces deux trucs-là, ces deux attaques que j'ai présentées, c'est très difficile d'en faire des challenges. Puisque pour la première, ben en fait il faudrait littéralement avoir un montant entre guillemets infini d'éthers sous la main pour les placer dans le contrat. Pour que les gens puissent en récupérer plus d'un. Excusez-moi si je tousse un petit peu. Je suis malade, c'est pour ça. Et donc, tout ce que je voulais dire, c'est que si on voulait faire un challenge sur ça, il faudrait pouvoir réapprovisionner le contrat pour que... Excusez-moi. Pour que tous les challengers, en fait, ils puissent appeler le contrat autant de fois qu'ils veulent pour récupérer autant d'argent qu'ils veulent. Pour le second, ce serait aussi compliqué, puisque si on voulait le faire, il faudrait faire en sorte que... Comment dire? Il faudrait faire en sorte qu'on ait toujours un, entre guillemets, un Alice qui soit prêt à faire sa transaction avec la valeur vérifiée, qu'on pourrait usurper. Et donc, vous pourrez faire un bot, mais ce serait un petit peu, comment dire, si le bot devait passer régulièrement pour faire la transaction, on pourrait imaginer des valeurs différentes, mais dans ce cas-là, il faudrait que le contrat il soit aussi adapté à ces valeurs différentes. Ça me paraît extrêmement compliqué à mettre en place. Ça aurait été très intéressant, mais je pense que ce serait assez compliqué. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Je sais pas si j'en ai raté ou pas. Ah, je m'étouffe un petit peu, hein, je suis désolé, mais ouais, la maladie là, pas évident de parler comme ça pendant un long moment. Bon. Bon bah s'il y a plus trop de questions, je vais probablement m'en arrêter là. Ouais, j'ai bu un petit peu d'eau sur la fin, discrètement. Pas évident. Donc je vais probablement couper le live ici, vu que pas l'air d'avoir de questions restantes. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu et de m'avoir écouté. Ça fait vraiment trop plaisir. Et ben, j'espère que vous êtes bien amusés et je vous souhaite une très bonne soirée. Et amusez-vous bien.
À bientôt en tout cas.